Le président de la République annonce qu'il va poursuivre le dialogue avec les différents secteurs en ce qui a trait à la mise en place du Conseil électoral permanent. Toutefois, le chef de l'État a fait remarquer que les élections seront organisées par un Conseil électoral permanent. Il a fait cette déclaration alors qu'il procédait à l'inauguration de 2 moulins à riz dans le département de l'Artibonite. C'est bêtisé qui fait permettre, c'est Michel Martelly. Si chante qu'on apprend 50 minutes de l'eau dans le c'est lancé toi qui fait permettre si Michel Martelly de condescendre. A vu faire stade dans verre. C'est lancé toi qui fait permettre suite Mickey avec pour et puis a parlé mal. Pas quitter monter dans tête nous. Même CEPA, depuis 25 ans, Constitution demandée pour mettre un conseil électoral permanent. Donc je dis à nous penser, il n'est pas normal pour courir d'eux, pour courir d'eux. Ils ont besoin de faire, ils n'ont pas de faire, ils ont raison pour ça. Donc si besoin de faire, si besoin de faire, il faut goumer même. Mais goumer pour goumer. Bon, moi, je m'embarque pour la Constitution, son pays besoin bâti, c'est institution besoin renforcer, c'est peuple à retirer dans la misère. C'est instabilité politique besoin retirer. Donc, je vais camper sur route, mon copain. Je vais continuer à inviter tout le monde à participer dans la négociation, dans le travail, dans le dialogue. Mais je vais camper sur route droite là. Parce que ce n'est pas année ça pour nous devenir de l'eau. Jusqu'où il y a un petit monde qui peut aller à l'école, qui a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans. Pas jamais bon l'État qui demande des petits monde dans côté parents. Pour qui ça monde là qui pas voyer à l'école? Eh bien, vous dire nous bon l'État comme ça. On a parlé de reconstruction. Oui, m'a reconstruit le pays. Oui, m'a reconstruit le pays. Mais on va me construire bel bâtiment que m'a construit quand même. Il ne faut pas négliger le peuple. Il faut construire Mounio en vent. Il faut refaire Mounio en vent. Il faut mettre tout le monde dans tête. Il faut avoir moyen. Il faut avoir manger. Il faut avoir dépendance. Une majorité de députés serait favorable à la mise en branle du processus électoral avec un conseil électoral permanent et en marge de la séance en Assemblée nationale pour la clôture de la 2e session ordinaire de l'année législative, de nombreux parlementaires auraient convenu de désigner 2 représentants devant siéger au CEP. L'information n'a pas été officiellement confirmée par le bureau de l'Assemblée nationale. Cependant, un groupe d'une vingtaine de députés annonce l'adoption de dispositions en vue de faire échec à ce plan. Ces députés se sont regroupés au sein du nouveau bloc parlementaire pour le renforcement institutionnel PRI. Les mototaxis ont connu un développement sans pareil dans la ville. C'est un moyen de transport très utilisé par certaines personnes au niveau de la région métropolitaine. Cependant, les chauffeurs de mototaxis fonctionnent de façon anarchique, ce qui représente un véritable danger pour leurs utilisateurs et usagers de la voie publique. Ces véhicules, très souvent mal stationnés, contribuent également à l'amplification des bouchons au niveau de la capitale. Jacques Bourdeau s'est penché sur ce dossier. Suivez son reportage. Le trafic à moto qui a débuté en 2004 à Port-au-Prince est un moyen de locomotion très rapide et utile, qui facilite le déplacement des usagers dans un premier temps. Mais l'augmentation de ces véhicules à 2 roues à la capitale perturbe la circulation au lieu de la faciliter. Les conducteurs de moto occupent comme bon leur semble les rues et les trottoirs. Ils ne respectent ni les feux de signalisation ni les routes à sens unique. Ces motards, pour la plupart, n'obéissent à aucune règle de la circulation. Bon nombre d'entre eux ne portent pas de casque de protection, sans parler du nombre des passagers qu'ils transportent. Ces motocyclistes traversent les rues sans se soucier de personne, comme dans ce cas par exemple. Le trafic à moto, un moyen de transport qui gêne de plus en plus la circulation automobile et piétonne dans la région métropolitaine. Nous sommes obligés de côté nous, l'État va nous côté pour nous stationner. Adi là où nous prenons licence nous, yo couru derrière nous, dit nous déplacer, mais on va nous côté pour nous stationner.
Donc l'État haïtien doit régulariser ce secteur du transport en commun utile mais fonctionnant dans le désordre. Car des responsables d'hôpitaux de la capitale révèlent que 3 à 4 accidents de moto sont recensés chaque jour dans la zone métropolitaine. Tenue ce mardi d'une conférence sur l'étude et l'actualisation de la classification des sols en Haïti. C'est une initiative du ministère de l'Agriculture en collaboration avec l'Agence américaine pour le développement international USAID. Selon le ministre de l'Agriculture, Thomas Jacques, ce projet vise un relevé complet de sols du territoire national afin de fournir aux autorités les informations adéquates pour les prises de décision visant le développement durable en Haïti. Lorsqu'on a une meilleure connaissance de sol là, le ça est capable de planifier la production agricole plus bien. Donc c'est dans ce sens que avec USDA, USAID, ils ont un gros coup de main pour permettre que nous lancions une étude et l'étude ça permet que aujourd'hui nous arriver à classifier tout sol d'Haïti. Ça veut dire que chaque type de sol, chaque sol gagne une potentialité. Donc lorsqu'on connaît une potentialité sol là, lorsqu'on connaît sol ça qui ça l'a fait. Et lorsqu'on connaît ça permet que vous développer l'agriculture là plus bien. Donc c'est dans ce sens que ça travail ça peut faire. Son politique d'aménagement du territoire? Non, ça sont éléments. Sont éléments liés, mais définition politique d'aménagement du territoire, non seulement li prend moun k'ap vivre sur espace là, plantes, animaux, tout, d'accord. Mais ça, le fait qu'on ait une meilleure connaissance de potentialité sur lui, les sont capables de prendre des décisions plus bien. Ça rentre dans le cadre de les politiques de relance agricole. Ça sont des éléments importants qui vont permettre qu'effectivement nous relancer l'agriculture. Le directeur général du ministère de l'Éducation rappelle que la décision de reporter la date de la rentrée scolaire a été prise au niveau du gouvernement. Elle peut être contraignante pour certains, mais aucun directeur d'école ne peut en passer outre. Charles-Joseph Levelt affirme que jusqu'ici, elle a été respectée et que les inspecteurs déployés sur le terrain n'ont observé aucune infraction. Ce n'est même pas une question de est-ce que la mesure avait été respectée ou pas. C'est-à-dire, l'État haïtien a décidé. Il faut dire que ça a toute une histoire. Et au début, c'est-à-dire, le calendrier scolaire est élaboré très tôt. Donc, le ministère annonçait déjà la rentrée pour septembre. Mais par décision d'État, ça a été reporté. Mais dans tous les pays du monde, les citoyens ont l'obligation de renforcer leur État. Et un directeur d'école ne peut pas passer outre d'une décision d'État. Est-ce que ça veut dire jusqu'à présent? Heureusement, jusqu'à présent, et les citoyens se comportent très bien. On avait déployé des inspecteurs un petit peu à travers tout le territoire pour observer et apprécier. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de feedback d'école qui fonctionne. Cette décision a empêché aux enfants d'avoir une fréquentation scolaire plus longue. Oui, parce que là, on parle des jours de classe. La réduction du nombre de jours de classe, donc du nombre d'heures d'apprentissage. Donc, on est conscient. Mais quand même, c'est une décision d'État. Vous voyez? Donc, face à une décision d'État, qu'on l'accepte ou pas, c'est comme des obligations contraignantes. Des parents d'élèves interrogés par Radio et Télé Métropole affirment qu'ils ne seront pas prêts pour la rentrée scolaire au mois d'octobre, date fixée officiellement pour la réouverture des classes. Ces mères et pères de famille n'écartent pas la possibilité de permettre à leur progéniture de reprendre le chemin de l'école au mois de janvier de l'année 2013. À moins d'un mois de la rentrée, des parents ne savent toujours pas comment ils enverront leurs enfants à l'école. Ces petites bourses ne peuvent plus faire face à la dépense et mettent en cause la cherté de la vie. Si ce n'est en octobre, c'est en janvier que leurs enfants entreront en classe, regrettent-ils. Une solution adoptée de longue date par de nombreux parents qui n'y voient aucun inconvénient et qui ne s'inquiètent pas des risques d'échec scolaire que cela fait peser sur leur progéniture. En janvier, c'est capable.
Mais est-ce que vous habituez en janvier déjà? Oui, je m'habitue, oui. Tu travailles quand même fait. Ça qu'on arrive à ouvrir petite l'école en janvier? Oui. Mais là, vous voyez en janvier, qui résultat ça qu'on a? Il me compte doué. Je compte doué comme si mal dégagé, je vois petit en attendant pour 4 petits temps pour belle pour moi. Questionné à ce sujet, des directeurs d'école confirment qu'ils continuent d'accueillir des élèves dans les mois qui suivent la rentrée. Certains estiment même que repousser la rentrée au mois de janvier serait une solution qui favoriserait les élèves dont les parents éprouvent des difficultés économiques. 1er octobre, novembre, nous supposons que nous avons des formations classiques, nous supposons que par exemple déjà là, pour nous voir le ministère, pour ne pas avoir de problème. Parce que là, ça a été le ministère a un problème tout lui-même. Parce que depuis des années, nous ne pouvons pas recevoir les élèves en janvier. Depuis la période d'un trimestre, donc recevoir en janvier, donc son élève va doubler. Chaque année, la période de la rentrée scolaire est synonyme de difficultés économiques dans bien des familles. Un problème qui persiste et auquel il semble bien qu'il n'y ait pas de solution miracle. Haïti se prépare à recevoir pour la première fois la 11e édition du Camp mondial organisé par la Fraternité internationale des jeunes, IYF, à l'invitation du maire de Delma, Wilson Jeudi. Fraternité internationale des jeunes est une organisation mondiale socio-culturelle et éducative représentée dans plus de 136 pays à travers les 5 continents. Ce camp mondial s'est déjà rassemblé dans plusieurs pays tels que le Mexique, le Pérou, la Colombie ou encore la Corée du Sud et groupera des jeunes de 20 pays au palais municipal de Delma du 13 au 16 septembre prochain. Pendant 4 jours, nous aurons plusieurs programmes. Les académies de taekwondo, la langue d'espagnol, corée, anglais, musique et plusieurs. Si nous allons faire les mini-olympiques, où c'est la jeunesse elle peut jouer, peut participer dans les groupes pour devenir champion, tout ça. Aussi nous aurons les marathons, concerts de la chorale Gracias. Aussi pendant les premiers 3 jours, il y a 3 grands spectacles. Les premiers, le vendredi à 6 h de l'après-midi, nous aurons la grande cérémonie d'ouverture. Aussi le vendredi à 6 h aussi de l'après-midi, la grande cantata de Pâques. Aussi samedi, à la même heure aussi, nous aurons la cantata de Noël. C'est un spectacle très grand dans le monde aussi. La chorale Gracias toujours faire le voyage pour le monde entier, pour donner ce spectacle pour le monde aussi, maintenant arriver en Haïti pour la 3e fois. À cause de ça, il faut venir participer avec nous, vraiment. C'est une bonne chance pour le pays, pour la jeunesse aussi. 3 spectacles, c'est pour tout le public. Mais les activités comme les académies, tout ça, seulement pour les participants. Mais pendant les 6 h de l'après-midi, tout le monde peut entrer pour regarder les spectacles. Et c'est gratuit? Oui, gratuitement.